Bonjour à tous, on va démarrer. J'ai connu des salles un peu plus complètes. Bon, on est en famille, entre guillemets, on est une dizaine de personnes. Je vais d'abord me présenter, puis on va passer 20-30 minutes ensemble. Je m'appelle Mickaël Rio, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Daniel Moquet, qui porte son nom. Donc on va aborder un thème qui est sensible pour l'ensemble des personnes du paysage. Comment orienter les professionnels du paysage à adopter des pratiques plus durables? On va aborder le thème, si vous le voulez, sous le prisme de l'entreprise Daniel Moquet, tout simplement pour me présenter, car j'y suis rentré il y a une quinzaine d'années en tant qu'apprenti et j'ai fait toute ma carrière là-bas. Donc forcément, c'est des choses que je connais. Je n'aurai pas la prétention de parler de ce que je ne connais pas. Daniel Moquet, on se dit spécialiste des extérieurs. On est un petit peu partout en France avec des agences qui sont spécialisées par métier. On a une agence qui fait allées, cours et terrasses sur une partie très minérale. Une agence qui fait des agences qui font notre entité clôture, et moi je m'occupe de la dimension jardin, donc chargé de végétaliser, d'enherber les surfaces, en tout cas d'avoir un côté très végétal. On est les petits derniers de la famille, ça fait 4 ans et on a 76 agences en France, donc je suis très content de parler avec vous de ce thème aujourd'hui, tout simplement puisqu'on a eu comme enjeu de parler de transition écologique à l'image de n'importe quel paysagiste chez Daniel Moquet. L'idée, en fait, c'est de proposer des aménagements pour nos clients qui aient une dimension verte, ou en tout cas qui soient sensibles à l'environnement. Voilà ce que ça pourrait donner. Et donc ça, c'est sur ce que nous, on arrive à faire sur des parties horizontales, des parties minérales. Ce qu'on va faire sur des portails, des clôtures et des pergolas. Et je terminerai par tout ce qu'on fait en taille, entretien et création. Tout ça pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un maillage qui est national, donc on a des enjeux qui sont nationaux et les problématiques que je vais soulever avec vous transparaissent chacun des Français et notamment en termes de transition écologique. Chez Daniel Moquet, on a une image qui nous colle à la peau et on a eu une difficulté que je vais aborder avec vous pendant ces 20-30 minutes, qui est d'arriver à proposer des solutions qui sortent des solutions traditionnelles pas très bonnes pour l'environnement. En gros, plutôt que de proposer un enrobé qu'on va mettre, qui va rendre les surfaces très inertes et qui va avoir un impact carbone pas très bon, des projets qu'on juge très pratiques mais très inesthétiques. L'enjeu qu'on va aborder, c'est comment arriver sur des surfaces qui soient beaucoup plus sympas pour les clients, que ce soit en termes de visu, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa chez les clients particuliers, mais surtout en termes d'impact carbone, qui sont largement meilleurs pour la planète. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui transparaît sur une idée, ou en tout cas une vocation qu'on a bâtie sous ce qu'on appelle, nous, la vision 2030, pour essayer d'améliorer les choses d'un point de vue environnemental, pour améliorer les pratiques et les prestations qu'on propose auprès de nos clients. On a identifié 2 leviers. Alors, à vous de vous poser les questions pour savoir si ces leviers transparaissent dans vos esprits. C'est: on va proposer et éduquer nos clients et on va faire adhérer nos salariés, tout simplement, puisque au travers de nos expériences, on s'est rendu compte que tu peux être paysagiste et avoir les meilleures propositions, ou en tout cas les meilleures solutions. Si tu n'arrives pas à proposer, à éduquer à tes clients, tu as en bagage, ou en tout cas dans ta mallette, beaucoup de propositions. Mais si tu n'arrives pas à les vendre, globalement, personne ne va en bénéficier. Donc ça, c'est du côté plutôt clientèle. C'est un enjeu pour chacun des paysagistes. Et on va avoir aussi un enjeu par rapport à nos salariés. On en parlera juste après, puisqu'ils peuvent être réticents au changement, que ce soit en termes de propositions clients, mais aussi par rapport aux outils qu'on va utiliser. Et donc là, c'est effectivement les 2 leviers qu'on va avoir. Normalement, j'étais censé avoir 100 personnes, mais on va le faire quand même pour la dizaine de personnes qui m'écoutent, qui se considèrent ici sensibles, ou en tout cas se sent prêt à améliorer ses pratiques en termes d'environnement. Globalement, tout le monde. Là où on n'est pas surpris, c'est qu'on est tous plus ou moins sensibles à l'environnement. La question qu'on va se poser, ou que je vais vous poser au travers d'une anecdote, c'est: où est-ce que vous vous situez en termes de sensibilité à l'environnement? Puisqu'en fait, quand on pose, nous, la question aux milliers de clients qu'on rencontre toute l'année, tout le monde se dit sensible à l'environnement. Parce que je vous aurais dit, s'il y en a un d'entre vous qui ne lève pas la main, je pense qu'il va falloir sortir, parce que les autres vont lui jeter des trucs. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dire qu'on n'est pas écolo, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Par contre, on a tous un levier de sensibilité à l'écologie qui est différent. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous mesurer d'un point de vue complètement extérieur au paysage, comment est-ce qu'on peut avoir de la sensibilité écologique.
Je vous raconte une petite anecdote. On a créé un site avec mon collègue Laurent qui s'occupe des clôtures et on avait pour volonté sur le site qu'on a occupé d'améliorer nos pratiques. Donc on a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire. On a fait du tri de déchets, on a mis des détecteurs pour que les lumières s'éteignent et on a rencontré un fournisseur. Alors euh, l'anecdote transparaît sur le dessin. Le fournisseur nous dit: savez-vous que le papier toilette, c'est 20 kg par personne et par an, c'est 19 600 litres d'eau économisés. Donc en termes de production et d'élimination, c'est un enfer. Et donc on dit oui, effectivement, pourquoi pas. On a compris l'enjeu et la proposition qui nous avait été faite à l'heure actuelle, enfin à l'heure où on nous l'a proposé, je ne savais même pas que ça existe. Le fournisseur vient nous voir en disant: vous savez, dans mon entreprise, je vous propose du papier toilette lavable. Alors ça porte réellement son nom. Le papier toilette lavable, c'est des petits bouts de papier qu'on voit sur la photo de gauche, une poubelle. Et donc les clients qui vont aux toilettes, eh ben, ils prennent le papier lavable, ils le mettent et on a un prestataire qui vient le récupérer. Et là, je prends cette anecdote pour vous dire, oui, on est tous sensibles à l'écologie, mais jusqu'à quelle limite? Puisque nous, on se disait sensibles à l'écologie, est-ce qu'on est prêt à investir dans du papier toilette lavable et à le mettre dans des corbeilles qui vont sentir pas forcément très bon? Je ne suis pas certain. Je vous montre cette anecdote-là pour dire, dans ce que je vais vous présenter après, quelle est la sensibilité des clients par rapport à l'écologie? Est-ce qu'on est effectivement peu sensible, c'est-à-dire j'ai très peu d'impact dans ma vie, mais j'essaye de bien faire les choses, ou est-ce que je suis extrêmement sensible et j'accepte dans mon quotidien soit d'en payer le prix ou en tout cas d'avoir des conséquences? Si on transparaît ça par rapport aux freins que peut nous amener un client, on a différents freins. C'est oui, je suis OK pour avoir des solutions écologiques, par contre je ne veux pas d'entretien. Ah oui, mais si vous ne voulez pas d'entretien, on va avoir du mal à vous proposer des solutions écologiques. Avantage de l'enrobé à chaud qu'on voit partout, oui c'est moche, ça ne respecte pas l'environnement, par contre on n'a pas d'entretien. Est-ce que vous êtes prêt à consacrer un peu de temps pour l'entretien? Ça fait partie des freins qu'on a identifiés. Attention au budget, puisqu'en fait, dans les solutions que je vais vous amener ou les solutions que vous avez partout dans ce beau salon, on a des solutions qui sont plus vertueuses en termes d'impact carbone, qui vont être meilleures pour l'écologie, mais qui vont aussi être plus chères. Donc est-ce que votre client il est prêt à payer 20, 30, 40, 50, 100% de plus par rapport au prix? Et c'est une question, ou en tout cas c'est un frein. Et la dernière chose, c'est le risque. Le risque, c'est on est français, on a envie d'avoir des choses qui sont nouvelles. Nous, on a eu la chance de créer des nouveaux revêtements qui sont stupéfiants. Est-ce que tous nos clients étaient prêts à prendre le risque pour dire oui, mais votre produit est nouveau, ça fait pas 30 ans, on est sûr sur le béton, l'enrobé parce que c'est des valeurs sûres. Votre nouveau produit qui s'appelle le Mineral Star, on n'est pas très friand. En tout cas, si vous êtes paysagiste et que vous voulez faire adhérer vos clients, les freins auxquels vous serez confrontés, c'est des questions liées à l'entretien, des questions liées au budget, et attention au risque, ou en tout cas de rassurer vos clients. C'est l'enjeu de chacun de nos paysagistes. La stratégie qu'on a eue, en tout cas les erreurs qu'on a faites, c'est qu'à un moment donné, dans nos prismes, on a essayé d'imposer. Et ça ne fonctionne pas. Du coup, la proposition que je vous fais, ou en tout cas le premier conseil que je vous donne, si vous voulez développer votre activité, proposer des solutions alternatives au développement durable, n'imposez rien, puisqu'un client aime avoir le choix. C'est à vous d'amener le plus de chacun des revêtements, ou en tout cas de chacune des solutions. Si vous arrivez avec une seule proposition, qui est une proposition purement écologique, qu'elle soit très bonne pour l'environnement, très vertueuse, ça ne suffira pas, puisqu'un client, on ne peut rien lui imposer. Donc en tout cas, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Notre stratégie, chez Daniel Moquet, elle a été de proposer à nos clients, et donc déjà de manière visuelle, ou avec les arguments qu'on met pour dire, ça c'est votre entrée de maison, on va avoir deux produits qui vont faire le job. Soit vous choisissez une solution qui est effectivement pérenne, qui existe depuis 50 ans, mais qui n'est pas novatrice, qui a un impact carbone qui est vraiment pas bon, qu'on va mettre sur les routes, qu'elle enrobée, ou on peut vous proposer des solutions qui sont drainantes, qui vont permettre à l'eau de ruisseler et s'infiltrer dans le sous-sol. On a quelque chose qui est beaucoup plus sympa d'un point de vue écologique, mais au quotidien, on va éviter les îlots de chaleur. Donc on a beaucoup de qualité. Et le fait de proposer un pendant va nous aider dans la proposition qu'on va faire aux clients. On va retrouver la même stratégie sur les surfaces pour les terrasses. On va retrouver pour des pergolas, nous on fait des pergolas, c'est un marché qui se développe très fort sur la pergola bioclimatique. Est-ce que tous les clients ont besoin d'avoir une pergola bioclimatique? Peut-être pas forcément. Et on a proposé une alternative en pergola bois qui effectivement demande un peu d'entretien tous les 5 à 10 ans, mais très mesuré, mais qui a quand même un côté végétal pour des gens qui veulent faire un jardin plutôt sympa. Et on va retrouver, nous, la photo que je vous montre ici, donc ce qu'on fait dans les jardins, pour dire oui, là vous avez l'impression qu'on a deux surfaces, sauf qu'en fait on écrit une histoire qui est différente. D'un côté on a du gazon synthétique, de l'autre côté on a un gazon de plaquage
qui nous permet d'avoir une surface qui va être en gazon avec le même rendu, un gazon qui soit très dense et qui permette de l'utiliser très rapidement. Le côté sympa entre les deux stratégies qu'on peut amener, c'est que d'un côté, encore une fois, j'ai une proposition très neutre, de l'autre, j'ai la version et en tout cas le pendant écologique qui peut remporter les suffrages auprès d'un client qui peut y être sensible. D'un point de vue, alors ça c'est notre travail de tous les jours, quand on fait de l'aménagement dans les jardins, on va pouvoir choisir sur les massifs paysagers soit un massif qui va être complètement minéral. Alors la photo de gauche, elle peut être plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe? On a mis du galet de marbre qui vient d'Espagne, donc en termes de transport, forcément l'impact carbone n'est pas forcément très bon, mais surtout ces surfaces-là, elles vont surchauffer les végétaux, alors qu'on pourrait avoir des massifs qui soient beaucoup plus fleuris, des massifs qui vont être entre guillemets plus autonomes, avec un paillage bois qui va permettre aux racines d'avoir de la fraîcheur, surtout qu'on a des températures qui s'affolent un peu dans certaines régions, et on écrit une histoire qui est un peu plus sympa. Certes, on a un peu plus d'entretien, mais notre stratégie, c'est on va proposer une alternative aux clients, soit quelque chose de très traditionnel, ou quelque chose qui va un peu plus vers l'écologie et vers l'environnement. Ça, c'est le premier socle de ce que je voulais vous montrer pour dire on n'impose pas, on propose. Et donc la volonté qu'on a, on n'est pas meilleur que les autres. Loin de là, c'est la stratégie qu'on s'est donnée, ou en tout cas l'axe pour les prochaines années. On n'impose pas aux clients, on propose. Derrière chacune de nos solutions traditionnelles, on va proposer un pendant qui va respecter l'environnement, ou en tout cas qui va avoir un cercle vertueux. Pour développer notre gamme de produits éco-responsables, on a imaginé, ou en tout cas on a réfléchi à deux choses. Le premier dont on va parler, on l'a appelé le DM Score chez nous, c'est mesurer l'impact carbone des produits. Et on va voir ensemble qu'on va pouvoir avoir quelques surprises. Et enfin, c'est de proposer des solutions innovantes. Vous avez ici une richesse incroyable à Paysalia. Notre enjeu, nous, à Paysagistes, c'est de se tenir au courant de l'actualité, d'aller chercher des nouvelles choses pour proposer toujours des solutions qui soient toujours plus innovantes. Si vous voulez, on va parler un tout petit peu de l'impact écologique d'un produit. On en entend beaucoup parler dans les médias. Ce qu'on va faire, c'est expliquer un petit peu ensemble comment ça fonctionne. Ce qu'on appelle l'impact écologique du produit, c'est comment est construit le produit du début de la chaîne de valeur jusqu'à la fin et quel est son impact carbone, ou en tout cas quel est l'impact pour la planète. Généralement, quand on présente ça à la télé ou dans les médias, on voit le produit à son utilisation. Ce qu'il faut comprendre dans le choix des produits que vous faites sur un impact carbone, c'est que ça va suivre tout le cycle du produit. Ça passe de l'extraction des matières premières, d'où viennent tes matières premières, où est-ce qu'est produit et comment est produit ton produit. Est-ce qu'on va utiliser des fours qui vont faire monter tellement en température que les consommations vont être extrêmes, ou inversement, on va avoir des produits qui vont être réalisés pas très loin d'ici, donc on va avoir moins d'impact carbone. Ça joue aussi sur le transport, la distribution, puisqu'en fait on a des produits qui vont être produits en France. La matière première, elle vient de Chine ou elle vient de l'autre bout du monde, donc l'impact carbone n'est pas bon. Et on a même des produits qui sont fabriqués en France et qui transitent par un canal de distribution où en fait on se rend compte que le produit il a fait 3 fois le tour du globe. Ça passe du coup par la fabrication, par l'utilisation et la valorisation en fin de vie. C'est un cycle qui est complet puisque on peut avoir des matières premières qui soient très nobles avec une fabrication qui soit française, une utilisation d'un produit qui soit très bon. Si on n'a pas réfléchi à comment on va valoriser le produit et quel est son cycle de vie et sa fin de vie, on a un produit dont l'impact carbone n'est pas bon. C'est à l'image de certaines batteries qui viennent de l'autre bout du monde. Certes, l'utilisation dans vos téléphones, elle est pérenne. Qu'est-ce qu'on fait des batteries une fois que c'est utilisé? Et est-ce que l'impact carbone du cycle du produit est bon? Ça paraît un petit peu théorique ce que je vous raconte. On va transparaître quelques exemples que nous, on a mesurés sur l'utilisation d'un paysagiste. La grande mode ces dernières années, en tout cas nous on l'a vu chez nos clients, c'est de poser des pavés qu'on dit en pierre naturelle. On a beaucoup de pavés qu'on appelle en candela qui sont vraiment très jolis. Je vais vous parler un tout petit peu de ce produit-là, puisqu'en fait dans la tête d'un client, l'aménagement que vous voyez ici, là, on fait de l'éco-responsable. En tout cas, on a l'impression de faire de l'éco-responsable. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce qui est le cas, c'est que l'aménagement est très joli et dégage un côté très naturel, très respectueux de l'environnement. Le pavé candela que vous voyez ici, je crois que je dois l'avoir sur une slide après. Sachez qu'il est produit par des enfants à l'autre bout du monde. Donc, c'est bon pour personne que ce soit d'un impact carbone. Certes, c'est joli une fois arrivé dans votre jardin. Si vous appreniez à suivre le produit de sa conception jusqu'au transport dans des conteneurs, vous vous diriez que c'est une bêtise et que vous ne voudriez pas participer à ce massacre.
Je vais prendre l'exemple qui n'est pas forcément hyper habile, c'est oui, mon vêtement est joli, par contre, vous n'avez pas envie de l'acheter chez Shein, eh ben, n'achetez pas vos pavés Candela, parce qu'effectivement, ça transparaît à peu près le même circuit. Nous, à l'inverse, on va proposer du nid d'abeille sur, on va dire, un visuel qui va transparaître à peu près le même effet. Alors, on va dire oui, le nid d'abeille que l'on va proposer ici, c'est du polypropylène. Le polypropylène, il a été issu d'un recyclage et l'usine qui nous l'a fabriqué, il a été fait en France. Donc, en fait, entre les deux produits, on va expliquer aux clients qu'on a un visuel qui est à peu près équivalent. On va avoir à peu près le même visuel. Par contre, en termes d'impact carbone, d'un côté, tu as fait venir en conteneur des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Ici, tu as fait fabriquer en France sur des solutions qui, certes, sont en polypropylène, mais au début de l'histoire, sont issues de manière recyclée, qu'on va utiliser pendant un temps qui est long. Et surtout, on va avoir une filière de recyclage au bout de 20 ou 30 ans. Et là, vous avez participé à l'écologie de manière intelligente. Sur un autre exemple qu'on pourrait avoir, hop, alors oui, pour finir, c'est la mesure de... On va mesurer quoi? On va mesurer la consommation d'eau qui va être faite pour produire les pavés dans l'exemple que je vous donnais, le transport, la mise en œuvre et également le travail des enfants. Puisque je vous assure que si vous tapez pavé Inde ou pavé Candela et vous regardez quelques articles, vous allez saigner des yeux tellement ça vous fait mal de se dire qu'effectivement il y a des enfants qui travaillent pour couper ces pierres-là qu'on vient poser ici en France ou en Europe. Un autre exemple que je voulais vous donner, qui est difficile à imaginer. D'un côté, vous pouvez faire du panneau soudé, comme on voit un petit peu partout, et de l'autre côté, vous pouvez faire de la ganivelle. La ganivelle, depuis quelques années, un paysagiste qui veut faire un peu de clôture, il trouve ça extrêmement sympa, et plutôt écolo, on va dire, on respecte l'environnement. Bah, c'est plus ou moins vrai. Pourquoi c'est plus ou moins vrai? Puisqu'en fait, on va s'attacher à une donnée, c'est le cycle de vie d'un produit. Le cycle de vie d'un produit, c'est la durée dans laquelle tu vas utiliser ton produit. D'un côté, on va dire, oui, mais ton panneau rigide, il a été fait par une industrie, donc il a un impact carbone qui n'est pas bon. Certes. Par contre, dans les ganivelles, il y a un tout petit peu tout le marché. On va retrouver de la ganivelle qui va être très noble, qui a été issue de bois français, qui est résistante dans le temps. Aucun problème avec ça. Si vous avez un client qui vous dit « je ne veux pas de panneau rigide, je vais acheter de la ganivelle bas marché », il va retrouver du bois qui n'a pas été traité, qui n'est pas avec les labels de bois de suivi. Ce bois-là a transité pendant du coup beaucoup de transports, mais surtout, est-ce que ça va durer dans le temps? Non. Donc en fait, l'impact carbone de ce produit-là n'est pas bon et n'est pas bon du tout pour une raison, c'est que le cycle de vie d'un produit, d'une clôture en panneau rigide, ici c'est minimum 30 ans. Donc quand on prend le poids de la fabrication dilué sur 30 années, oui effectivement, on a certes un petit peu de poids à la production, mais qui s'étale dans le temps, donc on fait un geste qui est durable. Si c'est pour jeter de la ganivelle tous les 4-5 ans, compte tenu de la production qu'elle génère, c'est une connerie. C'est une connerie. Et donc vous avez l'impression de faire de l'écologie, parce que vous avez un rendu qui visuellement vous transparaît du bois et donne un côté écolo. Est-ce que vous faites de l'écologie? C'est pas vrai du tout. Donc attention à ça, c'était le petit clin d'œil. Tout ça pour dire que, en tout cas chez nous, on travaille avec des industriels qui sont français, qui sont certes pas forcément les moins chers du marché, et on apprend à éduquer nos clients pour dire soyez intelligents dans vos choix. Soit tu veux acheter tes fringues chez Shein qui coûtent pas cher, attention à l'impact carbone et attention à la durée de vie du produit. Soit tu veux du beau et du durable. Oui, effectivement, les matériaux que tu as, ils ont généré de la production, mais dans le temps, tu fais une bonne opération puisque ta clôture, tu ne vas pas la changer tous les 5 ans, ton portail, tu ne vas pas le changer tous les 5 ans, donc l'impact carbone pour la planète, il est plutôt très bon. Voilà pour ce que... On a encore un tout petit peu de temps. Ce que je voulais vous dire vis-à-vis des clients, la suite de ce que je voulais vous montrer concerne un petit peu les salariés. L'idée, en fait, pour les salariés, si vous m'avez suivi au départ, je vous dis, on n'impose pas aux clients, on vient proposer. Je reviens un petit peu en arrière. Nous, on a un fournisseur qui nous accompagne qui s'appelle Husqvarna, qui nous a proposé dans nos équipes pour dire, oui, vous proposez des solutions à développement durable, vertueux pour l'environnement, c'est plutôt bien. Mais attention à vos pratiques, puisque si vous avez du matériel que vous utilisez qui ne transparaît pas ce que vous voulez faire, ça ne va pas fonctionner. L'idée de proposer, c'est, oui, on a des équipes qui utilisent du matériel tous les jours pour faire du compactage, pour faire du décaissement, pour aller faire de la taille, de l'entretien. On va pouvoir vous proposer du nouveau matériel qui va être du matériel à batterie, plutôt que du matériel thermique qui va avoir beaucoup d'intérêt pour vos salariés. Là où on s'est trompé, c'est qu'on a imposé. On a dit à nos salariés, on essaye de faire bien les choses, on veut transparaître dans nos pratiques chez nos clients avec le matériel, ce qu'on va faire chez eux. Donc tu vas utiliser le matériel que je vais te donner. Est-ce que ça fonctionne? Non.
Donc en fait, on s'est trompé. Le conseil que je vous aurais donné, c'est proposer à vos salariés de manière gentille d'évoluer vers du matériel qui va vers une activité qui est plus durable. Surtout, n'imposez pas. Globalement, est-ce qu'on doit basculer au tout électrique tout de suite? Je n'en suis pas certain, ou en tout cas, nous, c'est les erreurs ou les failles qu'on a eues. Je pense que vous devriez de proposer au renouvellement plutôt que de repartir sur une histoire qui est nouvelle. Je vous donne ce conseil-là puisque c'est des erreurs qu'on a faites. On a voulu basculer au tout électrique trop rapidement et on a eu des salariés qui avaient du mal à adhérer au projet et qui voyaient des freins dans l'autonomie, l'utilisation, mais surtout parce que ça bouleverse les têtes. Donc on a arrêté de faire ça et on a dit ok, à partir d'aujourd'hui, tu veux du matériel thermique, pas de souci. Par contre, une fois que ce matériel-là va être usagé, ce que je te propose, c'est essayer de renouveler avec du matériel électrique et faire rentrer petit à petit ce nouveau matériel qui est plus vertueux, tout simplement parce qu'en tant que Français et comme on a du mal au changement, et donc il faut accepter que vos équipes aient du mal au changement, que ce soit dans les propositions d'ailleurs que vous allez faire aux clients, que ce soit dans le matériel, que vous proposez. Voilà pour la présentation que je voulais faire. Si je devais résumer mon intervention, c'est soyez à peu près ouvert d'esprit quand vous allez parler de solutions durables à vos clients, puisqu'en fait, ce qu'on apprend, c'est creuser pour savoir d'où viennent vos produits, comment ils sont faits, et ce n'est pas parce que visuellement on a l'impression d'avoir un produit ou quelque chose qui est fait en bois que nécessairement on a quelque chose qui est meilleur pour l'écologie. Par contre, inversement, on a la chance d'avoir ici, que ce soit en France ou chez tous les partenaires, des gens qui font bien les choses. Encore une fois, je pense qu'il faut se tenir à l'écoute en tant que paysagiste. J'espère que ça a pu vous aider par rapport au prisme que nous, on a éveillé chez Daniel Moquet. Encore une fois, on n'a pas la prétention de faire mieux les choses, mais en tout cas d'y essayer. Et retenez que l'électrique, d'un point de vue matériel ou les solutions écologiques, nous y viendrons dans l'idée de proposer plutôt qu'imposer. Et je pense que si vous deviez revenir qu'une chose de mon intervention, si vous voulez être de bons professionnels du paysage, plutôt que d'apprendre à de nouvelles techniques et de chercher toujours de meilleurs matériaux, apprenez à bien vendre l'écologie à vos clients. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est notre rôle de faire de la pédagogie aux Français. C'est notre rôle de faire de la pédagogie à nos clients. Si vous avez des solutions pour lesquelles vous êtes sûr de vous, c'est votre boulot de le proposer aux clients et de le vendre, puisqu'on peut avoir les meilleures solutions derrière ou dans nos bagages. Si jamais on n'arrive pas à les vendre, on n'arrivera pas à attirer les clients. Et donc petit à petit, je pense que dans l'univers du paysage, grâce à des belles institutions comme l'UNEP qui nous accompagne, on arrivera à éveiller un petit peu les consciences et ça viendra de plus en plus facile. Merci à tous de m'avoir écouté. Tout à l'heure, vous parliez justement du Candela et du nid d'abeille. Le nid d'abeille, vous avez dit que c'était en polypropylène, donc c'est alors effectivement, même si c'est d'un point de vue local, il y a moins de production de carbone dans sa conception, etc. Mais après, mettre du plastique sur son réduction de carbone. D'accord. En tout cas, si et c'est pas quelque chose qui va venir chauffer, même sans parler du ruissellement. Non, en fait, parce que les parois qu'on met, en fait, elles sont très fines et en dessous c'est juste un géotextile, donc ça chauffe pas du tout, pas du tout, du tout. En fait, c'est pas plein, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le tour qui est en plastique, le dessous c'est juste un géotextile, donc ça